Bonjour chez vous, comment vous allez ce matin? Bien j'espère, et nous avons la grande forme et nous sommes tellement heureux de vous retrouver ce matin pour la deuxième émission de la semaine. Oui, aujourd'hui c'est mardi 18 avril plus précisément, et toute l'équipe est au complet, toute l'équipe de réalisation avec à la tête Christelle Akoussa, toute l'équipe de rédaction également, chapeautée par Kadi Fadiga Fofana, est installé. J'espère que vous êtes bien dans votre canapé ou alors dans votre lit, parce que c'est vrai qu'il est assez tôt ce matin en tout cas. Installez-vous, détendez-vous, nous sommes à la barre et nous la tenons. Bonjour Marco. Bonjour, vous allez bien? Super, et vous? Tout en couleur, magnifique, classique, et j'aime bien vous avoir à côté de moi. Le temps Abidjan, mesdames et messieurs, va osciller donc de 25 jusqu'à 32 degrés avec assez de nuages. Merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous des matinales. Au sommaire de ce rendez-vous, on va commencer par la fin. Oui, bien sûr, parce que Maître Koné Kiyobien sera là. Aujourd'hui, c'est mardi, donc c'est droit. On va parler également d'éducation avec le rôle important des répétiteurs. Ce sera avec Mélanie Laure, notre spécialiste éducation. Mais avant tout ça, la titrologie, c'est maintenant avec Fatim Djedje. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et oui, certainement comme vous, je suis heureuse de retrouver la presse nationale en ce mardi 18 avril 2017. On va démarrer comme toujours avec Fraternité Matin et je vous préviens, je vais découvrir la une des journaux avec vous. Et donc, la Fraternité Matin parle de 2020, le RHDP. Prochaine présidentielle, Guillaume Soro se décidera avec Ouattara et Bédié, nous dit-il. On apprend aussi que Kablan Duncan, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre, nous dit que Paquinou, un creuset de fraternité. Allez, on passe à la une suivante. C'est celle de l'expression certainement qui va s'afficher devant vous et moi. Tout à fait. Voici ce qui les fait courir. On parle encore de la présidentielle 2020, PDCI, RDR, FPI, UDPCI. Et vous verrez sur les autres unes que Guillaume Soro domine largement la une des journaux. On poursuit avec cette fois-ci la une de l'Inter. Toujours M. Soro qui nous dit qu'un député pro-Soro nous dit « La machine est en marche, nous ne nous arrêterons pas ». Soro recadre ses lieutenants, laissons à la destinée le destin, nous dit-il. On va poursuivre maintenant avec Nord-Sud qui change de sujet pour le coup. Voici les abonnés concernés au sujet donc, des tarifs d'électricité. Et les journaux parlent aussi de Paquinou 2017. La une suivante, c'est celle de Soir Info que je vous propose. Les ex-combattants reviennent à la charge à Bouaké, ce qu'ils ont fait hier. Et puis, bien sûr, on voit aussi Blaise Compaoré. Voici la réplique qu'il donne depuis Abidjan. Il est attendu pour être jugé à Ouagadougou. Et on va continuer avec, et finir certainement avec la une de l'éléphant déchaîné, qui titre « C'est TGV pour le paradis » et parle bien sûr des hôpitaux publics. Et je précise, TGV, ce sont les trains à grande vitesse. C'était les unes de vos journaux. Je vous retrouve pour le détail des articles juste après le journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Timfa. Aujourd'hui, c'est le 18 avril et c'est la journée internationale des monuments et des sites, Marco. Cette journée a été instituée en 1892, bien évidemment, par l'UNESCO pour valoriser et préserver ses patrimoines mondiaux, on dira. Et en Côte d'Ivoire, nous avons inscrit à la liste du patrimoine mondial, on dira donc la ville historique de Grand-Bassam. Nous avons également le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. On lit toujours, faut faire l'effort de visiter ces lieux, ces sites historiques et classés, qui plus est patrimoine mondial, patrimoine mondiaux pardon, pour valoriser notre très cher pays. Et puis il faut assez de communication et de moyens conséquents à tous ces sites-là qui d'une certaine manière sont des vecteurs touristiques très très efficaces. Et on profite également, puisque c'est la journée, pour saluer tout le personnel qui travaille donc dans ces différents endroits, vraiment qui font la fierté de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Une page de gym à présent, oui, il s'installe sur vos antennes. C'est le coach Fabrice, toujours là pour votre santé. Bonjour coach. 1, 2, c'est parti.
Salut à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous continuons aujourd'hui donc avec notre objectif ventre plat. Pour ce faire, je suis accompagné de Rosemary. Salut Rosemary. Alors, j'espère que vous êtes prêts chez vous. Si c'est le cas, prenez juste un tapis et puis top, on descend. Allez. On va juste s'asseoir aujourd'hui pour débuter. On met les pieds bien à plat. Ok, les jambes sont pliées. On tend les bras, on descend juste le dos comme ça. Il faudrait que le dos soit perpendiculaire avec les cuisses. Là, on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous devez sentir que la sangle abdominale se contracte déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On continue avec cet exercice. Il s'agit de déplier la jambe et de la ramener dans le ventre 10 fois. Top, c'est parti. 1, 2, 3. On est toujours sans appui. 4, 5, 6. La tête vient rencontrer le genou. Allez, encore 2. Ok, super. On change de jambe. On fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, soufflez. Après, si vous devez sentir aussi que les cuisses travaillent. Ok. Donc, on va repartir encore une dernière fois pour cet exercice. Rosemary, ça va? Ok, super. Allez, on repart. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambe gauche. 1, courage. 2, 3, tenez bon chez vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on croise toujours. On reste dans cette position pour chasser la douleur. Ok. Le prochain exercice, on va juste décoller les pieds du sol. Toujours sans appui. Là, on va bloquer 10 secondes 2 fois. Pour ceux qui n'ont pas d'équilibre, vous vous mettez juste sur les coudes là et vous dépliez les jambes. Contractez bien votre sangle abdominale pour pouvoir faire cet exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. On croise toujours à chaque fois que nous finissons un exercice. Ok, on respire 10 secondes. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il faudrait que les pieds soient assez hauts. Il ne faudrait pas les mettre juste là. Il faudrait les déplier un peu plus pour qu'au moins ils soient sur la même longueur que les bras. Ok? Donc à chaque fois, essayez de mettre les pieds à niveau pour que vous puissiez bien sentir les abdominaux. Alors, le prochain exercice que nous allons faire, nous allons simplement nous toucher là. Et lorsque nous allons remonter, nous allons donner des coups de poing. Ça fait là. 1, 2, ok? Donc on souffle et on va y aller. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on croise toujours pour chasser la douleur. C'est très important. On s'étend une nouvelle fois au sol. Et on va repartir une dernière fois pour cet exercice. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On met de la vitesse. 5, 6, 7. Super, allez chez vous. 8. Encore 9 et 10. Bravo, bravo, bravo. Super. Allez, on chasse la douleur. On reste là, dans cette position encore. Ok. Allez, on va s'étirer. On va juste s'allonger, ramener les jambes sur la poitrine. Et puis bien les serrer. Là. Allez, on les serre fort contre la poitrine. Allez. On va tendre les bras au sol, les paumes au sol. On descend là sur la gauche. Les jambes sont jointes.
Allez, de l'autre côté, on fait pareil. OK. Et puis là, on revient. Allez. Alors, j'espère que vous allez continuer à faire ces exercices. Essayez d'aller au-delà des 10 répétitions. Essayez d'en faire 15, 20, 25 selon votre niveau d'entraînement, selon votre niveau de forme. Rendez-vous demain pour une autre séance de gym. D'ici là, on garde la pêche. Allez, ciao. Voilà, j'aimerais dédier donc cette séquence à mon jeune frère, le sémillant Thierry Angeval, qui chaque matin essaie de copier tous les mouvements. Il fait ça en même temps. S'il est en train de faire, Thierry, allez, on t'attend au travail tout à l'heure. Parce qu'il sera avec vous certainement pour parler un peu de toutes les informations socio-professionnelles donc à Abidjan dans le cadre de ces rendez-vous, non, c'est ça? Oui, les rendez-vous de la les rendez-vous de la une. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 18 avril 2007, c'est l'anniversaire d'un artiste, voilà. Kedjivara. Maintenant que vous le dites, attendez quand même. Ça résonne dans ma tête. C'est l'anniversaire de Kedjivara, donc jeune frère remue la bouteille donc, pour célébrer cette année. Il nous l'a assez dit quand même. De plus. Et puis on espère tout le bonheur du monde pour toi. Les informations majeures donc, de ce monde, si vous venez de vous réveiller, c'est que c'est toujours la psychose entre les États-Unis et la Corée du Nord. On espère que ça va se régler. Du côté de la France, élection présidentielle donc dimanche avec beaucoup d'indécisions et surtout le taux d'abstention qui risque d'être record. Sans oublier au niveau sport, niveau plus léger, donc c'est la Ligue des Champions, le Bayern de Munich qui donc va se déplacer du côté de Santiago Bernabéu pour affronter le mythique Real de Madrid. Mais encore plus léger, et ça c'est maintenant en image, c'est le no comment. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'aller dans un glacier spécialisé, Eva, pour les chiens. Les chiens. Es que sí, mira, esta está así, sin problema, pero... No es tan de buena forma, fíjate, es más el pelo. Y yo. Es demasiado un reportaje. No, y aparte parece que está... La paleta de manzana verde con algo de... Sí, No más. tiene miedo. Está fácil. Waouh, des toutous traités comme des rois. On le chien là-bas? On le disait, oui, on le disait, c'est à Mexico, donc un comptoir à glace. Le chien c'est spécialisé dans des glaces pour chiens. Il attire une nouvelle clientèle, donc des glaces à la pomme, à la carotte, à la fraise ou encore arachides et bananes. Les clients canins ont même le choix des parfums et peuvent dorénavant se rafraîchir le museau en même temps que leur maître. Et le chien d'Eva, elle ne veut pas que je dise, il s'appelle Botou, c'est un chien sympa, un Rottweiler. On va l'envoyer au glacier de Mexico. Il a installé, il n'est pas venu avec un chien ce matin. Il est là tous les mardis pour nous parler techno, pour nous parler de tout ce qui agite le web et puis tout ce qu'il faut savoir côté technologie. C'est Lassina Ouattara. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marco. Jingle. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, le thème aujourd'hui que nous abordons avec notre monsieur technologie, c'est bien sûr la portabilité des numéros de téléphone en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous poser juste une question. Est-ce que vous avez déjà exprimé le désir de changer de numéro on va dire, d'opérateur parce que le service ou alors la tarification ne vous convenait pas? Oui, Eva chaque jour. Oui, en général, on se plaint souvent de nos opérateurs. Très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire la portabilité des numéros. C'est-à-dire que la possibilité pour vous de changer d'opérateur, changer donc de numéro de téléphone. Ah ouais? Ah, tout à fait. D'accord. La loi en Côte d'Ivoire depuis 2012 permet justement donc la portabilité, ce qu'on appelle donc la portabilité des numéros. Ça veut dire, je suis donc chez un opérateur X, ces services ou alors sa tarification ne me plaise pas, ou alors pour des questions quelquefois qui sont des questions d'ordre de marque, parce qu'on a accroché quelquefois à une marque, ou alors on en parle plus, ou alors même pour des questions de sentiments, bien sûr, on peut donc changer
de Ou alors on a une d'opérateurs. activité professionnelle, le numéro Ah, est connu de c'est tous, connu. on ne veut pas forcément le changer, ok. Tout à fait. Généralement, ceux qui travaillent travaillent beaucoup avec le téléphone. Je travaille beaucoup avec le téléphone. Par exemple, Marco, je pense qu'il ne changerait pas son numéro de téléphone aujourd'hui. Vous l'avez depuis combien de temps déjà? Depuis 1977. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, effectivement, on va dire la portabilité des numéros, comme pour résumer, c'est j'ai la possibilité donc, de passer d'un opérateur X à Y en gardant toujours mon même numéro de téléphone. Là. C'est un peu cela, c'est prévu donc par, on va dire, les dispositions réglementaires en Côte d'Ivoire et ça sera effectif, on va dire d'ici décembre 2017. D'accord. Donc, comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, il y a ce qu'on appelle donc l'RTCI. L'RTCI, c'est l'autorité, on va dire, des régulations des télécommunications des TIC en Côte d'Ivoire. Et en concertation avec les opérateurs qui sont les 3 opérateurs en ce moment donc, sur le terrain qui sont Orange Côte d'Ivoire, Move et MTN. Donc cette concertation va permettre justement de faire un appel à candidature. D'ailleurs, ça a été lancé début avril. Et on sélectionne en fait, si vous voulez, une sorte d'intermédiaire, une entreprise qui sera l'intermédiaire et qui va s'occuper en fait de cette opération. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche un intermédiaire? Tout simplement parce que si vous avez des difficultés avec, on va dire, votre opérateur qui est là en ce moment, vous allez encore chez lui, vous dites que je veux me désabonner pour aller pratiquement vers chez un autre, il a la possibilité encore donc de vous amadouer, de vous faire donc perdre du temps, alors que quelquefois c'est pas ça. Donc on utilise en fait une entreprise, comme je l'ai indiqué, l'appel à candidature a été lancé, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est, on va dire, migration, donc disposition concret, pratique, disposition technique et administrative, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire réellement donc le désabonnement chez l'autre, l'opérateur, en fait, l'intermédiaire s'occupe en fait de cela. Est-ce qu'il existe des pays où cela est déjà opérationnel? Alors oui, effectivement, donc le Sénégal depuis 2015, tout à fait, septembre 2015. En Afrique du Sud, c'est depuis 2006. En France, c'est depuis 2007. Voilà. En France, c'est tout à fait donc possible de changer en fait d'opérateur, tout en gardant son même numéro. Je pense que Marco, bien sûr, c'est très bien. Et au Sénégal, bien sûr. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que dans les pays justement où ça a été, là, comme j'indiquais, je pense qu'on pourrait voir l'antenne tout à l'heure, comme j'indiquais, les pays justement où ça a été, on va dire, c'est opérationnel effectif depuis un certain moment, sur tous les pays africains, il y a moins d'enthousiasme. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, on constate simplement qu'on a ce qu'on appelle le phénomène de multi-SIM. En Côte d'Ivoire, on a près de 24-25 millions de 4 SIM. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a des numéros principaux et des numéros secondaires. Il y en a qui ont SIM 1, SIM 2. SIM 1, SIM 2, tout à fait. Et il y a effectivement, on va dire, même des SIM 3. Oh. Ah bon? Même des SIM 3. Alors, ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, alors, quand vous allez en fait sur l'intermédiaire, que vous changez de numéro, c'est tout simplement que vous gardez en fait le même numéro. Mais aujourd'hui, on estime qu'en Afrique, il y a, si vous voulez, le phénomène de multi-SIM. Fait qu'on a un numéro principal et un numéro secondaire. Et quelquefois, on fait le choix de prendre le numéro soit de son contact en fonction du réseau. Du coup, on n'est pas forcément donc attaché en fait à notre numéro en tant que tel. On est plus attaché au fait de pouvoir communiquer. À moindre coût? À moindre coût, qui est donc essentiel. Aujourd'hui, par exemple, on a des opérateurs, en général, donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'après les statistiques, on a environ donc 2 numéros de téléphone en moyenne. En moyenne, 2 numéros de téléphone. On a le numéro donc qu'on prend, ou alors que tout le monde connaît, par exemple, le numéro de Marco que tout le monde connaît. Et puis, il y a le numéro, par exemple, qui est réservé, qui est plus familial, intime, etc. Vous allez donner mon numéro à l'antenne. Et est-ce que ces changements d'opérateurs vont engendrer des coûts supplémentaires pour le consommateur, on dira? Alors, d'après normalement donc, les informations qu'on a à notre disposition, c'est que quand vous êtes un opérateur, évidemment vous avez un consommateur qui est insatisfait, il va donc chez un autre, il passe par l'intermédiaire. Et du coup, tout ce que vous avez en fait comme frais réellement à engendrer, ce sera donc l'opérateur qui, lui, ne remplit pas quelquefois les conditions ou alors on va dire les dispositions de son cahier de charges. C'est pour ça que vous avez un consommateur qui est insatisfait. En réalité, cette disposition, ça a été demandé aussi également donc, par l'ensemble des consommateurs pour avoir la possibilité réellement donc de changer d'opérateur quand ils le veulent. Mais réellement, enfin, on dit ça comme ça, mais ce ne sera pas aussi facile. Parce que dans les pays où ça existe, par exemple au Sénégal, c'est juste que vous avez maximum 24 heures. Ça veut dire pendant 24 heures, vous n'êtes pas joignable. D'accord. Pendant 24 heures, vous n'êtes pas joignable. Ensuite, c'est que quelquefois, ça peut prendre un peu plus de temps
compte tenu du fait que soit vous êtes post-paid ou alors prépayé, d'accord, parce que soit vous payez des factures ou alors vous êtes en prépayé. D'accord. Voilà. Alors, quel est, vous, le spécialiste que vous êtes questions. en technologie, toutes ces questions, quel est votre avis sur cette disposition? Alors, cette disposition... Ça peut faire avancer les choses, est-ce que ça aide vraiment concrètement? Alors, ça va mettre la pression sur les opérateurs, mais réellement, avoir un impact, on va dire, aussi décisif, non. Au Sénégal, quand on prend, par exemple, de septembre 2015 à, on va dire, 2016, quand on fait, c'est sur un certain nombre, plus de 10 millions, près de 15 millions d'abonnés, on a pratiquement 6 à 7 000 personnes qui ont pu opérer en fait des changements, qui ont pu migrer vers de nouveaux opérateurs. Ça veut dire que c'est infime. Tout simplement parce que en Afrique, on a réellement donc l'obsession de communiquer. On est dans une société de l'oralité. On a l'obsession donc de communiquer. Imaginez-vous que pendant peut-être 24 heures ou même 2 heures, je ne suis pas joignable sur mon téléphone. On a cette obsession-là. Et puis, deuxième chose, comme j'avais indiqué, c'est que le multi-SIM, c'est-à-dire qu'on utilise 2, 3, 4 numéros de téléphone quelquefois pour faire des affaires, pour communiquer, pour être proche avec les gens, etc. Donc, on n'a pas réellement donc, cette pression-là de vouloir forcément changer d'opérateur. Supposons que je change d'opérateur, je vais d'un opérateur X à un opérateur Y et j'avais, par exemple, les 2 opérateurs déjà. Ça veut dire que je peux me retrouver donc, sur le même opérateur avec quelquefois les mêmes services, avec, je vais dire, tout ce qu'il va avec, mais en réalité, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que j'aurai réellement, on va dire, la grille tarifaire de l'opérateur qui était déjà là, et puis ensuite un deuxième numéro qui également donc, va s'afficher avec la même grille tarifaire. Et on rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ce sera effectif en On va dire décembre. En décembre, c'est ce qui a été dit en décembre 2017. Et puis, peut-être dernière chose, je vais dire, à dire, c'est la pression que, on va dire, l'autorité de régulation veut mettre sur, on va dire, les opérateurs, parce que quelquefois, on s'est plaint de la qualité des services. Je pense de plus en plus, ça s'est amélioré. Mais une autre chose, peut-être qu'il faut essayer de comprendre, c'est, on va dire, derrière tout un numéro, il y a toute une histoire. Il y a l'historique, il y a toute une histoire. Il y a un côté sentimental aussi. Il y a un côté Exactement. sentimental. Moi, personnellement, mon numéro, je l'ai depuis 2005. Ça fait 12 ans. 12 ans. Et j'y suis très attachée. Tout à fait. Et on n'a pas forcément, du jour au lendemain, ce n'est pas une question d'opérateur. Quelquefois, c'est des questions, comme j'avais dit, de sentiments. C'est-à-dire on est attaché à un numéro, quel que soit l'opérateur. Moi, même si je paye plus cher, ce n'est pas grave parce que ce numéro, parce que j'ai envie de communiquer sur ce réseau et pas sur un autre. Et en fait, c'est cela. Donc, je pense que c'est un peu cela. Voilà. Je rappelle qu'avec vous, il s'agit bien sûr aujourd'hui de portabilité d'un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire. On a compris que c'est très bon pour tous ceux qui veulent changer de numéro. Il n'y a plus de tracasserie, plus de paperasse surtout. Donc, et puis, ce sera opérationnel donc, de façon imminente en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de frais, je pense. Alors, les frais sont... Les frais, je pense que normalement, on devrait le faire porter plus par les opérateurs. Je pense que ce qui serait tout à fait logique, surtout pour les consommateurs. Que moi, je veuille changer d'opérateur, on me dit encore de payer et ça va être encore plus compliqué. D'accord. Alors moi, j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir avec votre thème du jour. C'est la campagne électorale en France. On constate qu'il y a une digitalisation assez énorme. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le regard du consultant, de l'homme technologie de Matin Bonheur? Très bien. Alors, effectivement, on va dire depuis Obama, l'ère Obama, c'est que la communication, surtout politique, c'est beaucoup digitalisé. Absolument. On a Facebook, Twitter et l'ensemble des réseaux sociaux. Évidemment, donc, on arrive à l'apogée, on va dire, des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, donc, ça porte réellement la communication. Quand on regarde, par exemple, l'élection de Trump aux États-Unis, Trump n'était pas l'homme des médias, forcément, mais c'était l'homme des médias sociaux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait des réseaux sociaux pour avoir réellement donc, un impact sur les médias. Et c'est ce qui a fait éventuellement donc, a fait basculer. Aujourd'hui, donc en France, quand on remarque, c'est pareil. Vous avez par exemple l'hologramme avec Mélenchon. Vous avez par exemple une meilleure digitalisation par exemple de Macron parce qu'il sait comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, le numérique, etc. Il est relativement jeune par rapport aux autres candidats. 39 ans. Et également, donc, derrière lui, il y a toute une cohorte, on va dire, de jeunes qui sont des passionnés donc, de technologie. Disons, quand il était à Bercy, justement, et il a fait mettre en place, on va dire ce qu'on pourrait appeler la French Tech. C'est-à-dire que de faire en sorte que l'innovation française soit un label et il a pu donc l'imposer. Et tous ceux qui aujourd'hui qui appartiennent, en fait, si vous voulez, à cette sphère-là, à cet écosystème-là, sont des soutiens. Très proche des startups.
très proches des stars sont plus ou moins donc, liés à lui. Et c'est celui de Macron qui parle anglais, qui est plus dans une vision plus américaine, etc. Donc il fait un peu la campagne, on va dire l'américaine, avec beaucoup les réseaux sociaux. Et vous parlez justement de la jeunesse de Macron, et moi je parlais de notre réseau social qui est très jeune, relativement jeune et très occupé par les jeunes, c'est Snapchat. Et même François Fillon, hier, je voyais sur Twitter qu'il était sur Snapchat et qu'il faisait des messages sur Snapchat. Alors qu'on sait que la majorité des utilisateurs de Snapchat ne votent même pas pratiquement parce qu'ils sont très jeunes, c'est un réseau très jeune, pour dire que les réseaux sociaux sont vraiment à l'ère des élections et qu'on se sert de tous les canaux possibles. Merci l'incident Ouattara. Je rappelle encore une fois que vous pouvez nous proposer également des thèmes sur notre site, tous les démembrements donc, technologiques. On va avoir vraiment le plaisir de répondre à tout ce qui est technologie parce que franchement, il est pratiquement incollable sur ces sujets. Nous allons passer à des moyens de communication autres. Là, ce n'est pas digital maintenant, mais là, c'est surtout des reportages parce que vous savez que nos reporters sont sur le terrain afin de vous donner, à l'instar de Lassina Ouattara, on salue le doyen Lassina Fofana, icône donc, du journal télévisé. Nos reporters d'Isaïe sont sur le terrain afin de vous donner un peu la température sociale de tout ce qui se passe dans notre pays ou ailleurs. Regardez. Lundi de Pâques dans la commune de Yopougon, dans les Maki Baoulé, certains clients de la nuit du dimanche de Pâques sont encore présents. J'ai l'argent pour fêter Pâques seulement. Fini. Depuis samedi, vendredi, on n'est pas encore dormi. Je suis un chef plein, je ne peux pas dormir. Je suis sur le terrain. Et puis les gens du village de Yamsoko, Nzéré, on m'a appelé qu'ils ont bien fêté aussi. Donc en tout cas, je suis très content. Nos parents qui n'ont pas eu le transport pour aller au village sont restés à nous. Parce qu'il y a des villages, les gens font pas chaque 2 ans. Aujourd'hui, lundi, quand allait ainsi là, il y a des clients qui sont encore là. Ça veut dire qu'on a veillé. De nouveaux clients réservent déjà leur place pour le show du soir. Lionel Cablan et sa famille ne veulent pas rater l'occasion. Chez nous, la famille Koué, c'est une question d'habitude. À chaque fête, on se met en uniforme pour dire que nous sommes unis. Je suis venu pour la réservation pour la famille Koué. C'est la finale, c'est chaud. On peut voir le show, le vin à gogo, voir même le vin de palme, tout ça. Pour Lucette Kounan, le Pakinou est un rendez-vous de retrouvailles. Autour d'un repas, elle et ses sœurs partagent ce moment de joie. On a très bien fêté, on allait à l'église, on est revenu, on a fait très bons plats. On a connu des moments de peine, voilà, de tristesse. Donc c'est pour nous un moment de pouvoir bien s'égayer. Parce que rien ne vaut la vie, rien ne vaut la joie. Parce que vraiment cette année, cette Pâques a été spéciale pour moi, mes soeurs, nous sommes retrouvés, ce qui n'est pas habituel, vraiment c'est une grande première pour nous. Que Dieu nous donne les moyens pour que les années qui viendront là, ce soit meilleur qu'aujourd'hui. Si à Yamsouko, Koumodi, Timbokro et Boaké, les populations ont fêté le Pakinou dans la ferveur, ici à Abidjan, l'on peut le dire, la fête de Pâques a été aussi conviviale. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on ne le dira jamais. On ne le dira jamais. En fait, j'ai été surprise par l'image. Il a dû faire le plein de Bangui, ce jeune homme. Si Eva se moque de vous, non mais quittez les lieux. Hein. Franchement, j'en fais les frais au bureau. J'ai été choquée. Hier, elle a passé fou rire. Mais j'espère qu'elle ne va pas expliquer pourquoi elle s'est moquée de moi hier au bureau. Mais quand Eva se moque de vous, mon Dieu, ça fait tellement mal. Bon, enfin, c'est bon, la preuve. Voilà, on va s'arrêter là, mais on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, n'abusez pas. Hier, c'était la fête, c'est vrai. Il était Palo, comme on dit à Abidjan. Madame Bonheur continue. On va passer au point route dans quelques instants avant de recevoir notre journaliste pour le JT. Christelle Akoussa, on vous attend au jingle. On répète, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand on doit prendre le volant. Allez, on va voir la première image. Et c'est à vous de commenter, faites votre travail. Alors, c'est le pont de Gaulle voilà, qui s'éveille ce matin avec pas mal de véhicules en circulation, des nuages noirs au-dessus de cette belle lagune ébriée. Peut-être petite pluie à prévoir. Donc, on vous invite encore une fois à la prudence et puis surtout, n'oubliez pas vos parapluies. Des nuages bas, on va voir si c'est également le cas dans notre pan de la capitale administrative de notre pays. Là, nous sommes à Trècheville, au cœur d'une des communes les plus chaudes et les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Et le trafic est assez cool. Les nuages, là, quand même, sont assez éparses. On va dire ça comme ça. Troisième escale,
On est au grand carrefour de... Non, on est aux deux plateaux, sur le boulevard Latry, voilà. Boulevard Latry, sur le boulevard des Martyrs, également appelé comme ça. Et ce matin, voilà, pas grand-chose à signaler. Il est 6h26, c'était là le dernier épisode donc, de ce premier point route. Il en aura 2 ou 3, c'est selon. Et puis comme ça, pour vous donner un peu le pouls de la circulation. Et quand il est 6h26, donc à Matin Bonheur, on va progressivement à l'agenda, la météo et après le journal. Est-ce que j'ai bien dit, Eva Oui, Mani? Vous avez tout dit dans l'ordre. Je ne suis pas lourd, hein, ça va. Du tout, On c'est y va. très sobre. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous la présidence de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi, sous la présidence scientifique du professeur Kouakoungi San-François, président honoraire de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, le programme national de lutte contre le paludisme organise le 4e colloque scientifique sur le paludisme. Thème: paludisme, actualité et perspectives d'élimination Côte d'Ivoire. Date 19 et 20 avril 2017. Lieu: Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Contact 22 47 02 12 40 49 99 60. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un ciel nuageux avec des possibilités de pluie intéressera le centre, l'ouest et le littoral, particulièrement le sud-est en fin de période. L'est et le nord seront sous un ciel généralement nuageux. Les températures attendues au cours de cette matinée: 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké et à Bondoukou. Bouaké affichera 26 degrés, 25 degrés à Daloa, 26 à Timbokro, à Gagnon en à 25 degrés, 24 degrés à Korogo. Moi affichera 25 degrés, 26 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, mais aussi à Tabou et 26 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, les voiles nuageux de la matinée feront progressivement place à un ciel de plus en plus lumineux, marqué par la bonne présence du soleil sur l'ensemble du pays. Toutefois, quelques bourgeonnements nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses naîtront dans le centre-ouest, l'ouest, le sud forestier et peu sur l'est du pays. Côté température, le mercure affichera 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bondoukou, 35 également à Bouaké. Daloa affichera 34 degrés, 36 degrés à Dimboko. À Gagnon, on notera 34 degrés, 36 degrés à Korogo. Man affichera 32 degrés, 37 degrés, ce sera la température maximale à Odiéné, 32 degrés à San Pedro. Sassandra affichera 32 degrés également, 30 degrés à Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et excellente journée à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal en parlant électricité. Ce secteur vient de connaître un investissement de l'État de 1,59 milliard de francs CFA. Les précisions d'Adama Koné. La modernisation du réseau électrique préoccupe le gouvernement ivoirien. 2 postes de distribution et de transformation viennent d'être mis en service à cet effet. Pour une bonne qualité du service de fourniture d'électricité, l'État, appuyé par la Banque ouest-africaine de développement, a mis la main à la poche. 1,591 milliard de francs CFA. C'est le montant de ces équipements opérationnels depuis la veille de la fête de Pâques.
À Yamoussoukro, ce sont 671 millions qui ont permis de réhabiliter le poste 0. Objectif, réduire le temps d'intervention en cas d'interruption d'électricité. Avant la réhabilitation de ce poste, lorsqu'il y avait un défaut sur le réseau, la clientèle était obligée d'appeler les agents d'exploitation de la CIE. Cette réhabilitation a introduit un système d'alerte par SMS qui permet aux agents d'exploitation de savoir en temps réel l'état des équipements. La Société des énergies de Côte d'Ivoire compte étendre ce type de poste à disjoncteurs motorisés et télécommandables aux villes d'Abidjan, de Bouaké et de San Pedro à l'horizon 2020. À Abrobakro, dans les environs de Bonois, le poste mis en service renforce les équipements existants. La zone située entre Grand Bassam et Aboissau ne souffrira plus de perturbations liées à l'indisponibilité d'un transformateur. Désormais, la présence de 2 transformateurs assurera la continuité du service en cas de maintenance ou de panne. Pour cela, il a fallu débourser 920 millions de francs CFA. 3 autres postes de ce type seront mis en service au cours de cette année 2017. Le sel ou chlorure de sodium est indispensable à l'équilibre alimentaire et la dose de consommation recommandée par l'OMS par jour est de 5 grammes. Mais de nombreuses personnes en consomment 2 fois plus parce que mal utilisé pendant la préparation des mets. Consommé en excès, le sel est à la base de nombreuses maladies telles que l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux. En Côte d'Ivoire, plus de 30% de la population souffre d'hypertension. Comment donc utiliser le sel? Comment le consommer? Les réponses dans ce dossier signé Ami Sissoko. Marie est restauratrice. Aujourd'hui, au menu, sauce aubergine, foutou, riz, yassa. Et pour donner de la saveur à tous ces mets, Marie mise sur le sel ajouté en début de préparation. Je mets le sel au début pour que ça rentre dans les condiments, pour que ça soit doux. Si on ne met pas le sel au début, si on attend vers la fin pour mettre là, ça ne sera pas doux. Comment utiliser le sel dans la préparation des repas? La majorité des femmes procèdent de la même manière. Avant de mettre au feu, je mets le sel dedans avec une tomate. Quand je prépare ça, la cuisson de la sauce maintenant, je mets le sel. Impensable donc de cuisiner sans le sel, cet ingrédient de saveur. Le sel est obtenu soit par évaporation d'eau de mer retenue, soit par extraction dans les mines de sel germe. Le sel est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme, mais tous les sels ne sont pas bons pour la consommation. Le sel, on l'appelle chlorure de sodium, il va aider le corps à pouvoir mieux gérer le liquide qui est en soi dans le corps. Il va également aider nos muscles, il va aider notre cœur. Il va nous permettre de pouvoir même digérer certains aliments parce qu'il rentre dans la fabrication de certains aliments dans notre corps. Si vous prenez du sel qui n'a pas été bien entretenu, c'est laissé donc au marché, ça n'a pas été protégé, c'est ouvert, vous mangez un sel non iodé, qui expose à une carence en iode. L'iode aide à ne pas avoir le goitre. Lorsque une mère enceinte consomme l'iode va aider donc à la maturation du cerveau de l'enfant. Le sel ne se trouve pas que dans les plats cuisinés. Des médicaments, des mets industriels, du pain, de la charcuterie, des biscuits, des chips, entre autres, en contiennent. Trop de chlorure de sodium, pas du tout conseillé. Selon l'OMS, la dose recommandée est de 5 grammes par jour et par personne. La consommation du sel, mon médecin m'a dit de manger le sel, mais moins. Parfois, je prépare ma sauce sans sel. Je ne suis pas malade, mais je le fais pour préserver ma santé. Et 5 grammes de sel, ça équivaut à la petite cuillère à café rase. Voilà toute la quantité de sel qu'il faut manger. Prenons l'exemple d'une mère qui prépare sa sauce. Elle met la casserole au feu, elle met les condiments, elle y ajoute du sel. Le sel qui est ajouté dans la sauce va infiltrer les éléments, la viande, le poisson, et va aller se loger au fond de ces éléments-là. Mais dans la sauce elle-même, le sel va manquer. Donc il est recommandé de ne pas commencer à saler la sauce au départ, mais plutôt de saler la sauce en fin de cuisson. Tout excès nuit. Une consommation excessive de sel n'échappe pas à cette règle. Conséquence, la santé est menacée. Une personne sur 3 dans le monde souffre d'hypertension.
En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 30% de personnes qui sont touchées par cette maladie. L'excès de sel est la cause de plus de 2 millions de décès chaque année au niveau mondial. Or, consommer juste une cuillère à café rase de sel par jour peut sauver des vies. Mon grand-père consommait le sel. Aujourd'hui, à cause de ce problème de santé, le médecin a dit d'arrêter de consommer le sel. Il a arrêté, aujourd'hui ça va. Le pari est lancé. D'ici à 2025, les États membres de l'OMS s'engagent à réduire de 30% la consommation de sel. En attendant de relever le défi, les nutritionnistes conseillent d'utiliser des épices, des herbes fines, belle idée pour donner du goût, de la saveur au plat. Et surtout, éviter de mettre la salière sur la table à manger, parce que ce serait difficile de résister aux vieilles habitudes. C'était un dossier signé Ami Sissoko. Il y a 6 mois, démarrait l'offensive sur la ville de Mossoul avec pour objectif de déloger l'État islamique. Cette bataille menée par l'armée irakienne qui bénéficie du soutien de la coalition internationale anti-djihadiste n'est pas encore gagnée. L'État islamique, quoique repoussé dans ses derniers retranchements, joue la carte de la résistance au vu de l'intérêt stratégique de la ville de Mossoul. Sylvie Touré. 5 000 soldats irakiens appuyés par 10 000 volontaires sunnites et 6 000 peshmerga kurdes. À leur côté, une coalition internationale emmenée par les États-Unis avec 5 000 soldats et 3 500 soldats de l'OTAN. Au total, environ 60 000 soldats à l'assaut des 5 000 djihadistes. Mais ce n'est pas gagné d'avance et ça ne l'est pas encore. Lancée le 17 octobre 2016, l'offensive sur Mossoul n'a jusque-là pas permis de libérer la deuxième ville irakienne de l'occupation de l'État islamique. Ceux qui combattent à Mossoul ne sont pas à leur premier fait d'armes. Il n'y a pas mieux des officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein. Il y en a qui ont combattu avant-hier à Fallujah, hier à Ramadi et également sur le front syrien. Pour dire que la coalition en face d'elle est une force qui est équipée, qui est expérimentée, mais qui ne respecte pas aussi les conventions. Otages, boucliers humains, armes chimiques, mines antipersonnelles, le calife Abou Bakr el-Baghdadi et ses combattants de l'État islamique réinventent la guerre. Une guerre asymétrique qui déroge aux conventions en la matière, l'essentiel étant l'objectif, ne pas perdre Mossoul, siège du califat depuis juin 2014. À partir du moment où c'est à Mossoul que le califat a été déclaré, il va sans dire que Mossoul constitue le centre de gravité qui abrite donc l'état-major de l'État islamique. Donc Mossoul apporte un appui stratégique, un appui tactique, un appui opérationnel à toute la bande de l'État islamique qui se trouve en Syrie, et principalement dans la ville de Raqqa. Mais le véritable frein pour la coalition demeure la question humanitaire. Comment libérer la ville de Mossoul et faire le moins de victimes civiles? Voilà qui ralentit l'avancée de la coalition, obligée d'opérer quartier par quartier, zone par zone. L'offensive apporte néanmoins ses fruits selon les autorités irakiennes. Mossoul n'est pas une forteresse imprenable. Avant-hier, on a cru que Fallujah était une forteresse imprenable. Fallujah a été vaincu. Hier, on a cru que Ramadi était une forteresse imprenable. Ramadi a été vaincu. Aujourd'hui, c'est Mossoul. Et le grand enjeu, c'est la deuxième ville de la ville de l'Irak, avec environ 750 000 civils encore retenus contre leur gré, comme un bouclier humain. Alors la stratégie militaire qui serait mise en place, peut-être, ce serait d'ouvrir des portes, de sorte à déstabiliser les combattants, les effectifs des combattants de l'État islamique, en permettant à ceux qui le souhaitent de sortir de Mossoul. Chasser l'État islamique de Mossoul, une exigence pour la paix en Irak, mais aussi en Syrie. L'organisation est à cheval entre les deux pays. Son califat initialement s'étendait sur 17 000 km² en Irak et 6 000 km² en Syrie. Si la coalition internationale est à quelques batailles de la libération de Mossoul, d'autres défis et non des moindres s'imposent, notamment la reconstruction de la ville, la reconstruction de son économie, la question des rivalités sunnites et chiites qui menacent la paix dans la région. Autre défi, celui de Raqqa, la ville syrienne au mai de l'État islamique, un autre point névralgique dans la lutte contre le terrorisme. C'était un reportage donc signé Sylvie Touré. Actualité internationale en bref. Au Niger, après la mort d'un étudiant lundi 10 avril, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des policiers qui tabassent un étudiant dans un pick-up. La scène a été filmée par les policiers eux-mêmes qui l'ont postée sur les réseaux sociaux. 3 d'entre eux ont été arrêtés.
Alors que les différentes enquêtes d'opinion montrent un resserrement des positions en tête, doublé d'une grande indécision de l'électorat, la gestion du sprint final en France sera cruciale jusqu'à vendredi minuit, fin officielle de la campagne présidentielle. En stagnation dans les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, talonnés par le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, et celui de droite François Fillon veulent recréer une dynamique. Au surlendemain du référendum sur le régime présidentiel remporté par le oui en Turquie avec 51,4% des voix, les contestations se poursuivent. Deux partis d'opposition ont lancé une procédure pour faire annuler le scrutin. Les observateurs internationaux, eux, dénoncent un processus injuste. Et dans la rue, en dépit de l'état d'urgence, des militants du non ont manifesté lundi soir pour un deuxième soir d'affilée contre les fraudes présumées lors du décompte des voix. Et puis, pour terminer, le vice-président américain Mike Pence conclut aujourd'hui, mardi 18 avril, une visite de 3 jours en Corée du Sud. Une visite qui a permis de réaffirmer l'engagement des États-Unis aux côtés de leurs alliés sud-coréens. La semaine dernière, l'administration de Donald Trump a envoyé un porte-avions au large de la péninsule coréenne et multiplié les menaces à l'encontre du régime nord-coréen, soupçonné de préparer un imminent essai nucléaire souterrain. Mais Pyongyang s'est contenté d'un tir de missile dimanche qui s'est d'ailleurs soldé par un échec. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon journal de 13h. Merci à toi. Nous continuerons dans quelques instants avec les infos, notamment la revue de presse. Mais on vous rappelle que nous aurons également notre chronique éducation. Il sera question donc du rôle des répétiteurs. On en parle. Est-ce qu'il faut avoir un répétiteur pour les enfants après les cours? Est-ce qu'il ne faut pas en avoir? En tout cas, on aura de bonnes informations avec Méliane Lorne, notre psychologue. Et puis, en fin d'émission, bien évidemment, Maître Koneki Obien sera installé et il reviendra sur les catégories socio-professionnelles. Pour l'heure, elle a installé Fatim Djedje, revue de presse. On la suit. C'est notre répétiteur. Je vous propose de démarrer cette revue de presse avec l'excellent éditorial de mon confrère Ziao à lire dans l'Inter qui nous rappelle que la politique a ses raisons, que la raison ignore. Elle suit une logique qui défie toute logique et avec elle, rien n'est définitivement acquis. Et tout se décide à l'aune des intérêts du moment. Alors ne cherchez pas à comprendre ces décisions, il faut plutôt cerner les intérêts qu'elles couvrent. Et oui, que cela vous plaise ou non, en politique, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions opportunes ou inopportunes. En parlant de décisions, je vais vous proposer maintenant une information relayée par la totalité de la presse ce matin. Et on va prendre celui qui apparaît dans Fraternité Matin. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sur ses instructions directes tient à porter à la connaissance des internautes de l'opinion nationale et internationale que M. Guillaume Guy Bafori Soro n'a d'autre ambition que l'accomplissement des charges qui sont les siennes. Pour l'heure, il considère qu'il est indécent et inopportun de s'incruster dans un débat sur d'hypothétiques et évanescentes ambitions obsessionnelles pour 2020 qui n'apportent et n'améliorent en rien le quotidien des Ivoiriens, nous dit donc ce communiqué que vous allez donc retrouver tout au long de la journée dans la presse nationale. On change totalement de sujet, on va revenir sur l'acquittement de Simone Gbagbo qui suscite encore beaucoup de réactions. Plusieurs dizaines de victimes et proches des victimes des massacres d'avril 2011 se sont rassemblés à Yopougon en souvenir de ce drame. C'est à cet endroit même que 2 fosses communes ont été découvertes par les Nations Unies après la crise post-électorale. Des tueries qui auraient été commises par le camp pro-Gbagbo durant cette cérémonie organisée par le collectif des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ces victimes se sont dites trahies par la justice ivoirienne qui a récemment donc acquitté Simone Gbagbo. Et l'une d'entre elles nous dit, Madame Bamba, elle s'emporte, si Simone Gbagbo est blanchie, qu'on me dise qui a tué mes parents. On poursuit avec une autre histoire qui, là aussi, n'a rien à voir. C'est dans Soir Info. C'est celle d'Edith Marcel, caissière dans une agence de transfert d'argent de la place, qui a été déférée le 7 avril dernier au parquet d'Abidjan Plateau. Et ce, après son arrestation par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Alors, on lui reproche d'avoir payé des mandats à des personnes qui n'étaient pas les destinataires.
confondue par toutes les preuves édifiantes. Elle est passée aux aveux en reconnaissant avoir reçu des codes de transfert par SMS envoyés par une connaissance et le préjudice s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Ramallah avec Courrier International où plus d'1 millier de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé lundi une grève de la faim collective et inédite depuis des années à l'appel de Marwan Barghouti, leader de la deuxième intifada, condamné par la justice israélienne à 5 peines de prison à vie pour avoir commandité 26 attentats. Et on va clore cette revue de presse avec l'insolite et l'histoire me plaît bien. L'histoire du jour, c'est celle de Louise Schneider, une militante pacifiste de 85 ans qui a été interpellée par la police suisse après avoir écrit à la bombe sur la façade de la Banque nationale suisse. Vous allez voir certainement apparaître à l'écran l'image. Elle est donc membre du groupe pacifiste pour une Suisse sans armée. Elle tenait à protester contre les investissements de la banque sur le marché des armes. Elle s'est ensuite rendue sans résistance aux policiers venus l'arrêter avant d'être lâchée après quelques heures de détention. Et elle a précisé que si c'était à refaire, eh bien, elle referait immédiatement. Connaissez donc Papy fait de la résistance. Eh bien, je viens de vous présenter Mamie fait de la résistance. Blague à part, je lui apporte mon soutien et beaucoup de courage à elle, madame. Allez, je vous laisse avec Eva et Marcelin. À demain. De la résistance également, parce que l'émission continue. Merci Exactement. beaucoup. Merci à vous également d'être avec nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si c'est seulement maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Matin Bonheur, c'est tous les jours, du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30. Là, nous allons parler maintenant de répétiteur. Au sens premier en français, mesdames et messieurs, un répétiteur a pour fonction de faire comprendre à des élèves la leçon d'un enseignant. Le temps de travail correspondant est une répétition. Ce mot peut prendre le sens de professeur particulier, synonyme en ce cas de précepteur. Je ne sais pas si je suis dans le feeling, mais en tout cas, elle est là pour nous dire tout. Méliane Log sur le thème, le rôle du répétiteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eva. On vous écoute. Merci. Alors, comme Mako l'a bien dit, le répétiteur, effectivement, c'est la personne qui fait travailler l'élève. Voilà. Et on peut se demander pourquoi on a recours à un répétiteur. La plupart des familles ont recours à un répétiteur parce qu'elles constatent une certaine carence, une baisse de rendement. Et devant l'impossibilité de pouvoir assurer ce rôle, les parents ont recours à des répétiteurs. Déjà, il faut dire que les parents aussi peuvent jouer le rôle de répétiteur parce que c'est un rôle qui leur est dévolu d'abord. Traditionnellement. Voilà. Et c'est lorsqu'ils ne peuvent pas qu'ils ont recours maintenant à un répétiteur. Alors le répétiteur peut être, comme vous l'avez dit, le maître d'école, un enseignant d'une matière spécifique ou toute autre personne sachant. Voilà. Alors, pour que le répétiteur puisse travailler, il a besoin effectivement d'une méthode. Il a besoin des outils et surtout de disponibilité. Pour aider les familles à choisir un bon répétiteur bénéfique pour leurs enfants, eh bien, nous avons quelques critères à leur recommander. Il s'agit tout d'abord du niveau intellectuel ou le niveau de qualification de celui qu'ils veulent embaucher. Il s'agit aussi pour les répétiteurs d'avoir des notions de psychologie, de développement, parce que pour travailler avec un enfant, par exemple, nous devons savoir, nous devons connaître son niveau de développement intellectuel, nous devons connaître ses phases de développement psychomoteur, parce que la façon de travailler avec un enfant est différente de celle d'un adolescent ou d'un adulte plus jeune. Voilà, d'un jeune adulte. Alors, il y a toujours cette psychose, quand on était gamin, même après, quand le répétiteur doit venir, il y a cette psychose, on a peur, on va se cacher. On va se cacher, il faut nous trimballer pour venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une dose de psychologie pour faire comprendre à l'enfant que ce moment, c'est très important, il faut l'aimer au fait, finalement? Effectivement. Vous le dites si bien, plusieurs enfants pensent que c'est un certain moment de calvaire, c'est difficile. Effectivement, c'est un moment de prise de conscience. Il faut arriver à faire comprendre à l'enfant que cette étape est juste pour l'aider à mieux réviser ses cours, à être plus autonome. Parce que le répétiteur, il ne sera pas là indéfiniment. Après son passage, il faudrait que l'enfant de lui-même, par exemple, prenne ses cours et que demain, il puisse travailler comme s'il était
plus grand. En fait, ce sont des ce que Marco attitudes. dit est tellement vrai que l'enfant en fait a l'impression qu'on prend sur son temps de jeu pour étudier. Et une des joies de l'enfant, c'est quand on dit ton maître ne sera pas là. Et là, tout de suite, voilà, ou ton maître est malade. Malheureusement, c'est la joie. L'enfant se dit j'ai le temps de jouer avec mes amis, etc. Donc, c'est peut-être aux parents aussi de bien expliquer aux enfants que le temps d'étude avec le répétiteur n'est pas un temps amputé sur le temps de jeu. Il faut que tout cela soit bien. D'ailleurs, vous en parliez la dernière fois, les loisirs pour l'enfant, il faut que ces temps-là soient bien déterminés et que l'enfant sache que c'est le moment d'étudier et pas de faire autre chose. Effectivement. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit la dernière fois, il faut aider l'enfant aussi à se donner un rythme de travail. Donc, il y a un temps pour le jeu, un temps d'études et ensuite un temps pour toute autre chose, les loisirs et tout ça. Et ce que vous dites est très important au niveau du rôle des parents, parce que les premiers répétiteurs, ce sont les parents. Moi, je connais une dame qui ne sait ni lire ni écrire, mais de façon psychologique, ses enfants ne le savent pas. Hein. De façon psychologique, oui, quand ils finissent avec le répétiteur, elle vient, elle fait semblant de vérifier. Et franchement, c'est bluffant et ça marche. Et ça marche. Et à force de le faire, lorsqu'elle voit des cookies, par exemple pour l'écriture, ou bien pour les frises, par exemple, elle peut intervenir. C'est très important. En fait, c'est pour parler du côté du contrôle des parents. Quel que soit le répétiteur, même si c'est Bill Gates, il faut que le parent puisse contrôler quand même. Effectivement. Alors, ce qui me fait dire que vous avez, en le disant, parlé du rôle du répétiteur. Effectivement, le répétiteur, même si le répétiteur peut être le parent, peut être un frère, un oncle, peut être une personne extérieure, il a le devoir, effectivement, de vérifier les cours, de vérifier que les prises de notes ont été bien faites, de regarder le cahier de l'enfant. Il a un rôle de surveillance, voilà. Et lorsque tout cela est respecté, l'enfant arrive déjà petit à petit à être plus autonome. Très bien. Vous-même, vous avez eu un répétiteur? J'ai eu effectivement quelques fois. Il s'appelait comment le premier répétiteur? Il s'appelait comment? Il s'appelait M. Basile. Généralement, il a un nom comme ça. Oui. Et bien, vous avez... Oui, M. Kossa Laurent, que j'ai eu pendant toute mon enfance à Boaké. D'ailleurs, s'il me regarde, je lui fais un coucou. Il était super. J'aimerais d'ailleurs le retrouver. Hein. Pourquoi pas? Sur ma page Facebook, M. Kossa, si vous êtes à l'écoute. Ah, il va venir faire les cours, hein? Et puis par contre aussi, je peux me permettre de lancer un appel. Mon professeur de français en 6e qui s'appelle, j'espère toujours, Monsieur Esmel Millet-Pierre. C'est lui qui m'a donné l'amour des lettres et franchement, j'aimerais le retrouver. C'était à Boaké. Monsieur Esmel Millet-Pierre, si vous le connaissez ou franchement, si vous pouvez me permettre de rentrer en contact avec lui, j'aimerais trop le revoir. Et moi, j'ai une pensée ce matin de façon très solennelle à tous les professeurs qui m'ont maltraité. Alors, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé un peu quand même. C'est pas évident. Alors, pour continuer sur les répétiteurs. Pour tout ça? Effectivement. J'aimerais dire que l'accompagnement et le soutien scolaire l'accompagnement et le soutien scolaire exigent du répétiteur donc une méthode, des outils de travail et surtout de la disponibilité. Voilà. Aussi, le répétiteur ne devra pas, par exemple, introduire de nouveaux cours dans l'apprentissage de l'enfant. Voilà. Il a le devoir de répéter ce qui a été fait en classe pour éviter d'embrouiller l'enfant. Alors, donc, on se dit souvent quand l'enfant comprend déjà ce qui s'est passé, on aimerait bien lui donner de l'avance. Donc, on apprend de nouvelles choses. Mais là, vous le déconseillez? Je le déconseille, effectivement, parce qu'on a dit le répéter, c'est celui qui répète. La définition même, c'est celui qui répète. Donc, si quelque chose n'a pas été fait au préalable, comment voulez-vous qu'il arrive à le répéter? Voilà, donc c'est un peu, je vais dire, avec l'âge, il pourra lui-même facilement peut-être apprendre, préparer ses cours, mais déjà, il a le devoir de répéter, de permettre à l'enfant de mieux comprendre ce qui a été fait en classe. D'accord. Okay. Mais et par exemple, je prends un cas concret. Le répétiteur constate que l'enfant zozote ou bien qu'il a des problèmes de diction. Et qu'il lui prescrit, entre guillemets, hein, des exercices, par exemple, avec le stylo, tout ça. Ça ne fait pas partie du cursus, mais ça, c'est utile. Déjà, je dois dire que l'enfant qui zozote, on doit chercher d'abord à savoir, est-ce que ce n'est pas un problème organique, est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer déjà avant de lui donner des cours. Le répétiteur doit s'en tenir. Si ça peut aider. Bon, je vais dire, en Parce fait, que quelque part, ça bloque son risque, cours aussi. Oui, mais il y a un risque aussi de perturber l'enfant. Il doit s'en tenir au programme. Parce que les enseignants, par exemple, travaillent avec un programme bien défini annuellement. Et c'est ce programme-là qu'il faut respecter. C'est pourquoi aussi les répétiteurs doivent suivre, comme on le dit, le programme fait en classe. Donc, ils doivent soit s'attacher aux parents pour savoir quel peut être le problème de l'enfant, ou même, si possible, rencontrer
l'enseignant de l'enfant et travailler en fonction de ses difficultés. Très bien. Ouais. Alors, à quel moment, quel est le niveau d'intervention des parents? Jusqu'où les parents peuvent intervenir? Est-ce qu'à un moment, sur quoi ils peuvent se baser pour dire que ce répétiteur-là est mieux qu'un autre? Le fait qu'il vienne à l'heure, le fait qu'il est novateur, c'est quoi, en définitive? D'abord, déjà, par la personnalité du répétiteur. Est-ce que c'est quelqu'un de patient? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'écrit pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu à faire des progrès? Parce que les parents ont le devoir de demander un rapport à l'enseignant pour savoir est-ce que depuis que j'ai pris par exemple cet enfant X, quelle a été l'évolution, qu'est-ce qui a marqué vraiment, je vais dire, il doit justifier un peu son salaire. Pourquoi il prend ce dernier, voilà. Et puis, les parents même peuvent vérifier avec le bulletin de notes. Hein, s'il y a une évolution dans ces notes, c'est que le répétiteur apporte vraiment quelque chose. Sinon, peut-être que la méthode n'est pas bonne, peut-être que le feeling ne passe pas entre eux. Ce n'est pas forcément que le répétiteur est mauvais. Effectivement. Et puis, j'aimerais souligner aussi que les parents ont droit de regard. Voilà. Ils ne doivent pas laisser le répétiteur travailler tout seul. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Voilà, on laisse l'éducation de nos enfants aux filles de maison et aux répétiteurs. Voilà. Il ne faudrait pas se dire que le répétiteur est là, il va s'en charger. Non, vous avez droit de regard sur ce qui se fait. Parce qu'en le laissant, par exemple, tout faire, lui seul, il est possible qu'il fasse, je vais dire, des choses qui ne sont pas recommandées. Voilà. Donc, il faut avoir droit de regard sur ce qui se fait. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de répétiteurs. À l'époque, c'était les étudiants. Je ne sais pas si ça continue toujours, des étudiants. Mais maintenant, on a l'impression que ça se professionnalise. Exactement. Il y a des plateformes, donc vous pouvez appeler pour avoir un répétiteur, quelle que soit la zone où vous habitez. Ça devient plus professionnel. C'est bon pour la qualité de la répétition. Effectivement, c'est bon pour la qualité de la répétition. Et surtout, il faut dire que plus les choses vont aller mieux, il y aura même peut-être des formations pour aider voilà, toutes ces personnes qui encadrent. C'est un métier, hein, ce n'est pas maintenant quelque chose juste pour faire parce qu'on est étudiant, c'est vraiment un métier maintenant. Eva et moi, on peut être répétiteur en communication. Exactement. Et puis, on a notre rédacteur en chef adjoint qui était installé sur ce plateau il y a quelques instants, Lansina Fofana, qui nous interpellait. Ouattara, pardon, qu'est-ce qu'on a à l'appeler Fofana depuis ce matin. Lansina Ouattara qui interpellait qui vous interpellait, hein, vous êtes notre consultante, sur le fait qu'il y a des répétiteurs également qui enseignent leurs jeunes élèves. C'est des choses que ce soit Eva qui pose. Ah non, mais il m'a fait signe, je l'ai vu, donc je me suis dit, autant en parler sur ce plateau. Effectivement, c'est pourquoi, comme je le disais, il faut avoir droit de regard. Parce que certains voilà, ont des comportements désobligeants. Voilà, ce sont des choses, des limites, des choses à ne pas faire. Voilà. Et puis surtout, les répétiteurs qui frappent les enfants. Moi, il y a eu un cas où c'est allé assez loin, l'enfant a eu un handicap quand même à vie. Il faut faire attention, on punit l'enfant, on peut le mettre, je sais pas moi, à genoux, vite fait, mais on ne va pas battre l'enfant sévèrement avec des bâtons ou tout ça. Ah oui, ça c'est interdit. Hein. C'est interdit, oui, la loi même à l'école. Normalement, c'est interdit. Normalement, c'est interdit, effectivement. Et j'aimerais aussi dire qu'il faut bannir effectivement la chicotte, les punitions. Et aussi, il faudra motiver l'enfant. Voilà, l'aider à avoir une meilleure estime de lui-même, l'encourager souvent, lui dire qu'il peut y arriver. Le récompenser souvent, parce que ça, on ne le fait pas assez. Tout à fait. Le récompenser, afin qu'il puisse mieux travailler, se dire que voilà, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas... Je peux apprendre, voilà. Très bien. C'était son apprentissage. Merci. Merci beaucoup. 6h59, c'est le temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir répété avec nous. Merci d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous mardi, si Dieu veut. Dans quelques instants, il sera installé. Il nous a manqué, quoique nous étions très heureux d'être en compagnie de Maître... Mawa. Oui, nous étions très heureux d'être en compagnie de Maître Mawa Koné, notaire, qui nous a parlé de beaucoup de choses. Il est de retour. Des héritiers, c'était intéressant. Hein. Voilà, exactement. Ordre et droit des héritiers. Ordre et droit des héritiers. Vous êtes plus concentré que moi, dis donc. Alors, il arrive, il s'échauffe là, notre Ronaldo, on dira. Il est au bord du terrain. Je sais pas, moi, j'ai dit le nom d'un footballeur, je n'en connais pas d'autres. Enfin, voilà, il est au bord du terrain, il s'échauffe. Et il arrive, tout de suite, il y a un remplacement, c'est comme ça que ça se dit, non? Remplacement basket. Coach Eva, remplacement. Ouais. Jingle, c'est parti. Vous attendez que le jingle parte, nous sommes encore à l'antenne. Ah, c'est bon? Ah, il y a un point route, il y a un point route. On n'est plus à l'antenne, là? Il y a un point route, on est à l'antenne. Ah oui? Il y a un point route, on y va. Eva, le point route nous envoie sur le pont de Gaulle. Oui, sur le pont de Gaulle, voilà, tout simplement. Circulation toujours aussi fournie ce matin, ça va, pas de go-slow encore. Il faudra attendre peut-être 9h, voire 10h pour avoir encore des embouteillages et des engorgements. Pour le moment,
c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, deuxième épisode donc, de ce autre route. On va aller à Trècheville. À Trècheville, où nous avons une... Ah, mais attendez, c'est la reprise aujourd'hui. Hein. Il faut aller au travail parce que... C'est pas mardi de Pâques. Hein. C'est pas mardi de Pâques. Ça s'arrête à lundi. Donc, faut... Voilà, les taxis donc, sont à pied d'œuvre. On espère que ce sera le cas partout. Alors, ensuite, pour terminer, Eva, on a... Pour ce point route, normalement, les deux plateaux, normalement. Les deux plateaux, boulevard Latrie, voilà. Et oui, Marco, décidément, vous êtes très, très concentré ce matin. Mais comme toujours. Et voilà, tranquillement, comme vous pouvez le voir à l'antenne. Alors, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est le Money Time, la prolongation, dernière ligne droite de cette émission. Et le mardi, vous le savez, c'est droit. Droit avec notre spécialiste, le monsieur droit de cette émission, maître Koné Kiyobien. Nous sommes très heureux de le revoir en excellente santé, un peu fatigué ces derniers temps. C'est normal, il croule sous le poids des sollicitations. Et c'est la raison pour laquelle c'est les succès. Ouais, on est toujours très heureux de l'avoir. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les catégories socio-professionnelles. On va aller donc sur le générique, c'est ça, hein, les catégories professionnelles. Les catégories professionnelles. Avec lui, on va décortiquer ce thème et n'oubliez pas que vous avez le droit donc de réagir. Jingle, élément, on se retrouve juste après. Sous la présidence de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi, sous la présidence scientifique du professeur Kouakoungui François, président honoraire de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, le programme national de lutte contre le paludisme organise le 4e colloque scientifique sur le paludisme. Thème: paludisme, actualité et perspectives d'élimination Côte d'Ivoire. Date 19 et 20 avril 2017. Lieu: Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Contact 22 47 02 12 40 49 99 60. Changement ou une perte de responsabilité accompagnée d'une baisse de rémunération, ce déclassement hiérarchique ou rétrogradation est devenu monnaie courante dans de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire. Yao, anciennement directeur administratif et financier DAF dans une entreprise, est bien instruit sur la question. Un jour, il a eu un second pour l'aider dans ses tâches et au bout de quelques mois, le nouveau venu est devenu son supérieur hiérarchique. De directeur, Yao s'est donc retrouvé simple comptable. Moi, ça m'a fait très mal dans le temps quand il m'a dit ça. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait très mal parce que il faut dire que c'était difficile. J'avais un poste un peu supérieur, j'ai rétrogradé des postes. Je suis venu à un poste inférieur de la structure et c'est comme si celui-même qui a un niveau bas que moi, il prend ma place. Il n'a qu'un bas plus 2, moi j'ai un bas plus 4. Là, c'est 1. De 2, il ne connaît même pas le travail, il nous faisait faire des erreurs. C'était difficile. Et cela même, la preuve, c'est que la société, des années plus tard, a dû fermer. Après la crise, la société a fermé. Lorsque je suis déjà parti de la société a fermé. Moi, je suis parti, j'ai entrepreneur, c'est dans mon entrepreneuriat que j'ai choisi quelqu'un. C'est là que j'ai été recruté par une autre boîte pour avoir le même poste de directeur financier. Yao est aujourd'hui directeur de sa propre entreprise. Pour Tché, une autre victime de l'injustice dans le monde du travail, la pilule a été dure à avaler. Le directeur financier a été rétrogradé pour devenir responsable commercial. Du coup, ses ressources financières ont baissé et ce fut le début de la descente aux enfers. Il fait son remaniement, moi il me descend jusqu'au DG, je deviens maintenant un homme, je deviens directeur commercial de l'entreprise. Je n'ai rien compris. Tout était devenu dur pour moi. J'ai cherché à comprendre pourquoi cela m'arrive. Mais même collègue de l'entreprise me dit non, si tu cherches à comprendre, bon, tu es renvoyé. Hein. Donc du coup, métiens-toi de ce qui tu es actuellement dans l'entreprise. Donc, j'essaie de faire avec. Actuellement, tout est devenu dur pour moi. Ma maison à la Riviera, je ne peux plus la garder puisque c'était devenu dur. Je n'ai plus de bon salaire. Et je me retrouve maintenant au dos cuit avec mes enfants, hein, dans une chambre salon. Ma femme m'a quitté parce que du coup, elle n'arrivait plus à s'y porter. Franchement, j'ai cherché à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui est fait à ce niveau PCA de l'entreprise, mais franchement dire, j'ai mal jusqu'à aujourd'hui.
je ne sais pas, tout est devenu dur pour moi. Les catégories socio-professionnelles sont des nomenclatures qui permettent de classer les différents niveaux des employés dans une société. Cette classification doit prendre en compte les compétences du travailleur et non être basée sur le favoritisme. Mais dans l'univers du travail, cette classification prend très souvent un autre tournant. De retour sur ce plateau, les entretiens ont commencé avec Maître Koné. Bonjour, Maître. Bonjour Eva, bonjour. Marco, vous m'avez vraiment manqué. Ah ben pareil, pareil. Mais c'était bien, cela dit, avec Maître. Franchement, mais franchement, voilà, nous on est toujours très heureux de vous retrouver. Vous savez, les juristes sont toujours interchangeables. Lorsque vous en avez un, vous pensez que c'est le meilleur. Quand l'autre arrive, vous dites, mais attends, mais il n'est pas aussi mal. C'est aussi le meilleur. Tous les juristes sont bons. Et c'est vrai que Maître Mawa avait été très très apprécié par les téléspectateurs. Mais bon, vous êtes déjà installé, les téléspectateurs, les matinophiles comme on les appelle ici, sont toujours très heureux de vous retrouver. Ils posent beaucoup de questions parce que vos explications sont également très claires et on vous comprend bien. Aujourd'hui, on parle de catégories catégories professionnelles. Oui. L'élément a déjà planté le décor. On a eu 2 témoignages, ma foi, très intéressants dont on parlait tantôt. Qu'est-ce qu'on entend mettre par catégorie professionnelle? Ce qu'il faut dire avant de rebondir sur la question, c'est que contrairement aux autres conditions du travail, les situations du travailleur, la réglementation en général du travail continue, le code du travail, aussi bien dans la partie législative. Quand on dit le code, c'est l'ensemble des textes qu'on réunit dans un document unique, qu'on appelle code. Le code du travail, c'est le code qui a été adopté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le côté législatif, la loi adoptée par l'Assemblée nationale, et il y a des décrets d'application ou des décrets autonomes, qu'on appelle la partie réglementaire du code du travail. À côté de ce document qui réglemente cette partie du travail, il y a ce qu'on appelle la convention collective interprofessionnelle de 1977, qui a été une convention, un accord entre le patronat et l'ensemble des travailleurs, les représentants des travailleurs, pour essayer d'établir des règles sur le fonctionnement de l'entreprise. Il arrive des moments où des dispositions du Code du travail vont à l'encontre de celles de la Convention. Lorsque la Convention donne des avantages plus élevés que le Code, on prend en compte les avantages prévus par la Convention. Mais c'est une Convention, je vous dis, c'est depuis 1977. Et malheureusement, c'est dans cette partie de la réglementation des relations de travail que se trouve la catégorie professionnelle. Ce qui fait que dans la loi, on n'en trouvera pas vraiment, ce n'est pas vraiment réglementé comme on le dit. Or, la plupart du temps, les gens regardent le Code du travail, partie réglementaire, partie législative. On se penche rarement sur la Convention. Seulement parce que aussi la Convention n'a pas été signée par tous les domaines. Mais quand on regarde le domaine que ça couvre, c'est la majeure partie des secteurs d'activité. Il y a d'autres activités qui ont d'autres conventions. Mais toujours est-il que la partie qui gère les réglementations, c'est un accord entre les employeurs et les travailleurs. Et la catégorie professionnelle, si on peut le dire de façon plus simple, c'est le fait de faire correspondre à un travailleur une formation et de le classer dans l'entreprise à un poste bien déterminé. C'est-à-dire, vous avez fait droit. Vous arrivez en entreprise, vous avez bac plus X. On regarde. Dans l'entreprise, il va falloir... Cela se dit dans l'entreprise, il est déjà prévu un poste pour bac plus X. Vous arrivez, on vous classifie. On vous met dans une catégorie. On vous classe. Et donc, ça devait aller plus facilement. Mais malheureusement, lorsqu'on fait la nomenclature de nos entreprises, il y a des sociétés qui n'ont pas de catégorisation. Quelqu'un qu'on embauche aujourd'hui, on ne sait même pas à quel poste l'affecter. Alors justement, ça amène à sur quelle base finalement on établit ces catégories. Il y a des grandes entreprises qui ont des directeurs de ressources humaines suffisamment outillés, qui savent comment classifier un employé en fonction de sa formation, de son âge, de ses compétences, de son statut, de son savoir-être. On sait comment le classifier. Mais sur la classification, oui, la classification conditionne beaucoup de choses dans l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Mais demandez aujourd'hui combien de sociétés ont ce qu'on appelle un organigramme. Oui.
ça devient difficile. Lorsqu'on n'a pas d'organigramme, ça veut dire qu'on n'a pas de cadre de référence. Parce que pour avoir des catégories, il faut avoir un cadre de référence. Aujourd'hui, vous verrez des entreprises où on dit que vous êtes classé en catégorie C1, catégorie B2, catégorie... Mais quand on demande à l'employeur, mais la catégorie B1, votre employé, la catégorie B1, à quoi ça correspond? Il dit, ah, en fait, il faut demander au directeur des ressources humaines, c'est lui qui a fait. Lorsqu'on demande au directeur des ressources humaines, il dit, bon, en réalité, j'ai vu ça, j'ai pris ça dans un document là où c'était bien. Vous constatez que dans la formation, il n'y a pas une base solide. Et ça, c'est les gestionnaires des ressources humaines. Dans une autre entreprise. Voilà, on copie dans une autre entreprise. Ou bien on confie au juriste la catégorisation. Mais le juriste qui à l'université a fait droit du travail, il connaît, il sait le régime juridique du contrat du travail, il sait le régime juridique de la société, il sait le régime juridique de tout ce qu'il y a comme relation entre employeurs et travailleurs. Mais pour ce qui concerne intrinsèquement le fonctionnement quotidien, l'affectation quotidienne aux tâches, le statut quotidien, il ne le sait pas. Et c'est à lui qu'on confie cela. Et très souvent, lorsqu'il y a des litiges, ça devient difficile. Ou bien vous voyez des sociétés où on met DG, c'est une SARL. La SARL n'a pas de directeur général, c'est un gérant. Et il y a le gérant, et on met à côté du gérant DG. Et si le gérant est là, qu'il y a un DG, le DG correspond à quoi? Lorsqu'on demande mais pourquoi, et lorsqu'il y aurait une difficulté un jour, qu'on dira mais celui-là, il est licencié, il dit bon, je réclame les indemnités du directeur. On dit mais monsieur, dans une SARL, il n'y a qu'un gérant. On dit mais moi j'étais DG. Mais écoutez, dans ces conditions, vous êtes obligé de lui donner des avantages liés au poste de directeur. C'est vous qui l'avez créé. Alors, on voit que dans les entreprises, les employés passent d'une catégorie à une autre. Oui. Et quels sont les critères qui devraient déterminer ces différents passages? Bon, quand on me dit que les critères qui devraient déterminer, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr des critères qui déterminent déjà. Non, parce que bien souvent, on ne comprend pas. C'est pour ça que je pose la question de savoir quels sont les critères qui devraient normalement déterminer. Dans une entreprise, les travailleurs normaux, pour une entreprise normale, il y a ce qu'on appelle l'évolution. Qu'on appelle le glissement catégoriel. Dans la fonction publique, ça se constate facilement. Parce que la fonction publique a une nomenclature vraiment très bien élaborée. Et le salaire, lorsque vous passez d'une catégorie à une autre, les indemnités sont déjà prévues. On sait combien on doit vous payer, on sait quelle heure de travail, on sait quels sont les avantages que vous devez avoir. Tout ça, c'est déjà... Au niveau de la fonction publique, la matrice est impeccable. Oui. Mais au niveau du privé, ça devient difficile. C'est pas encore bien rodé. Très souvent, comme l'autre l'a expliqué, il y en a des personnes qui viennent avec Bac plus 2, qu'on nomme à un poste supérieur, pendant que d'autres ont un Bac plus 4. Qui sont à un poste inférieur, et puis ça, souvent on passe du Bac plus 4 pour revenir au niveau du Bac plus 2, ou bien on vous nomme à une fonction qui ne correspond même pas à ce que vous avez pu apprendre sans formation préalable. Et après, oui. Il y a le cas également où un jeune homme qui a on va dire un Bac plus 6 par exemple en comptabilité, il cherche un travail. Et il arrive dans une entreprise où on lui dit, écoutez, nous on cherche quelqu'un qui a un niveau Bac plus 2, donc on vous prendra sur la base de Bac plus 2, parce qu'on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de, pardon. Tant qu'il y a un accord entre les deux, voilà. Et après, quand quelqu'un qui a Bac plus 4 arrive et qui a un poste qui s'est libéré ou parce qu'il était là avant, forcément il est privilégié parce qu'il a été embauché sur la base de son Bac plus 4, alors que l'autre sur son Bac plus 2. Oui, c'est ce que vous dites. Effectivement, mais comme c'est des relations humaines, ce ne sont pas des choses figées, fixées, imposées par la loi, c'est des choses qui se discutent. Vous arrivez Bac plus 4, vous arrivez en entreprise, on vous dit non, nous avons un poste de Bac plus 2. Mais vous acceptez d'occuper le poste de Bac plus 2 dans une catégorie inférieure, ça, c'est pas un problème. Mais c'est lorsque vous êtes embauché au niveau Bac plus 4, poste de Bac plus 4, et qu'après on vient vous dire non, désormais vous venez au poste de Bac plus 2, alors même que vous n'avez causé aucune faute, là, ça devient difficile. En ce moment, c'est une... on rétrograde. Et normalement, ça devait être une sanction. Justement, puisque nous sommes à ce sujet-là, rétrograder, tout ça, est-ce qu'on peut rétrograder un travailleur, c'est-à-dire le faire passer d'une catégorie à une autre? Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que nous attendons vos questions. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre pour les réceptionner afin de vraiment passer en revue tous les pans de ce problème. Donc, n'oubliez pas le thème, les catégories professionnel. Alors, je récapitule. Peut-on rétrograder un travailleur, c'est-à-dire le faire passer d'une catégorie à une autre? En principe, je dis bien en principe, non. On sait que les principes ne sont pas respectés dans la plupart des entreprises ici. Quand je dis principe, il y a des exceptions. Okay. Il y a des cas où le travailleur commet une faute. D'accord. On doit normalement le licencier. Mais compte tenu de plusieurs paramètres. Lesquels?
plusieurs paramètres de conditions familiales, ou bien on estime que le licencié, ce serait trop lourd à supporter pour lui, ou bien c'est un élément qui est bon, d'habitude il ne fait pas ça, cette fois-ci ça a pu être une faute, mais toujours est-il qu'on peut le maintenir dans l'entreprise, mais le mettre à une catégorie inférieure. Parce qu'on devait normalement le licencier. Ou bien il est atteint d'une maladie professionnelle, ou même pas une maladie professionnelle, mais il est physiquement diminué. On peut estimer que, comme il est physiquement diminué, ce n'est même pas qu'on estime, la loi demande, lorsque cette situation arrive, qu'on puisse le classer dans une catégorie professionnelle qui est compatible avec son état physique. Pour ne pas perdre tous les avantages, pour ne pas qu'il soit libéré, aller à la maison, il n'a plus de travail. Donc on peut le rétrograder. Il peut arriver des moments aussi où, pour des conditions économiques, on se rend compte qu'il y a une situation de crise grave économique qui fait que les emplois ne peuvent pas être maintenus avec tous les avantages. On peut dire, bon, ceux qui étaient à tel niveau, on va diminuer vos avantages à tel autre niveau. Puisque quand on dit catégorie, qui dit catégorie dit aussi avantage. En fonction de votre catégorie, vous avez des avantages. On peut diminuer les avantages, on peut vous dire, bon, tous les cadres vont accepter de descendre en M, c'est-à-dire agent de maîtrise, ou bien tous ceux qui étaient des agents de direction peuvent accepter de descendre en agent d'exécution, ainsi de suite. Mais c'est des choses qui se négocient. Maître, un cas pratique. On embauche un employé qui a sur le papier, donc, je ne sais pas moi, un doctorat ou en tout cas un diplôme prestigieux. Oui. On l'engage dans une certaine catégorie avec tous les avantages qui vont avec. Et puis sur le terrain, on se rend compte que sur le papier, il a le niveau, mais dans les faits, ça, voilà, par exemple, est-ce qu'on peut le rétrograder pour ces raisons? On peut le rétrograder pour ces raisons. On peut le rétrograder. En dehors de ces cas exceptionnels, lorsqu'on rétrograde un travailleur, il faut avoir son accord. Si vous n'avez pas son accord, qu'il y a une rupture, la rupture est imputable à l'employeur. D'accord. Absolument. Et quand il n'y a pas de consensus, c'est quoi? On va à la séparation? Oui, quand il n'y a pas de consensus, justement, il y a une commission qui est très mal connue, qu'on appelle la commission paritaire. C'est une commission qui détermine les catégories et qui suit leur mise en œuvre. Lorsqu'il y a une difficulté, on saisit la commission paritaire et c'est cette commission-là qui doit statuer sur les dissensions qu'il y a ou bien sur la mauvaise classification qu'il y a. Si vous constatez dans votre entreprise, il y a une catégorisation qui n'est pas conforme à ce que la convention collective a prévu, vous saisissez la commission paritaire qui peut, ou bien même un employeur, quelqu'un qui crée son entreprise aujourd'hui, qui ne sait pas comment classifier ses employés, peut saisir la commission paritaire pour lui demander de lui montrer au moins les paramètres de détermination des catégories. Mais malheureusement, combien de personnes saisissent cette commission paritaire? Absolument. Et comment elle siège où? On me dira, moi qui suis avocat, je vous le dis. Vous ne savez pas. En son temps, on a saisi la commission paritaire, on a répondu par écrit, on a déposé à la direction du travail. Et jusque-là? On a eu des réponses en retour, mais ça me donne que la commission se réunisse convenablement. En tout cas. Donc, pour ce petit élément-là est défaillant. Si le ministre de la fonction de l'emploi nous écoute, certainement qu'il va revoir cette partie. Parce que très souvent, on va devant l'inspection du travail, on va au tribunal du travail, mais la commission paritaire, on l'a saisie à quel moment? Maître, on ne le dira jamais assez, c'est ce qui a certainement guidé le choix de ce thème. Il y a beaucoup de frustration dans les entreprises. Vous l'avez dit, au sein de la fonction publique, la matrice est très élaborée, elle est très claire, on sait ce à quoi vous avez droit, c'est réglementé. Mais dans le privé, c'est un véritable no man's land. Hein. Oui. Chacun fait ce qu'il veut, il y a des patrons, entre guillemets, véreux, même pas entre guillemets même. Alors moi, la question que je pose, par exemple, peut-on ne pas classifier un travailleur? En principe, non. Lorsque vous êtes embauché, vous devez correspondre. Mais si on ne vous classifie pas, on détermine votre salaire comment? Mais il y a des gens, des fois, qui sont tellement serrés quand ils arrivent, qui sont prêts à tout accepter. Et les patrons surfent, les DRH parfois surfent là-dessus. Ce n'est même pas parce que vous embauchez quelqu'un que vous créez une catégorie. La catégorie existe. Lorsque vous lancez l'annonce d'embauche, lorsque vous faites l'appel à candidature, vous déterminez déjà la catégorie à laquelle la personne doit s'attendre. On connaît l'envers des décors ici, des annonces des embauches. Oui, on vous dit, nous recherchons un comptable de tel niveau qui sera classé en telle catégorie de notre domaine professionnel. Donc ce n'est pas le jour que vous embauchez que vous créez la classe, comme on le dit. Elle existe déjà et l'employeur vient, si son profil correspond, il s'y intègre. Mais malheureusement, on se rend compte que souvent dans les entretiens d'embauche, les gens ne savent même pas
à quoi ils vont affecter, dans quelle catégorie ils vont mettre l'élément qui arrive. Dans ces conditions, ça devient difficile. Donc si demain il y a une contestation, le type il est capable de dire, bon, il ne prend pas forcément l'homme, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Il dit, mais moi j'avais un poste de directeur, lorsque je regarde la nomenclature de telle catégorie, de quel domaine d'activité, j'avais tels avantages. Mais il arrive aussi, là il faut le dire, que des avantages soient accordés au-delà de ce que la catégorie prévoit. Dans ces conditions, ces avantages-là, on peut les enlever à tout moment, hein, parce que puisque ce n'est pas prévu par la convention collective elle-même. Donc, ce n'est pas forcément des droits acquis. Il y a beaucoup de jurisprudence dans le privé. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de jurisprudence. Il y a des cas où les personnes arrivent et disent, bon, c'est vrai que vous avez telle catégorie, mais moi, je vous ajoute ça, je vous ajoute ça, je vous ajoute ça. Surtout dans la négociation. Je veux faire venir Eva dans mon entreprise et je lui promets tellement beaucoup de choses que des fois, j'oublie même de regarder le cahier des charges pour savoir si ça correspond. Et c'est ça, c'est ce qui se passe souvent dans la négociation. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on promet. Et après, quand on se retourne, on sent qu'on est coincé. Et là, ça devient soucieux aussi. Justement, donc dans la catégorie. Alors donc justement, est-ce qu'on peut évoluer en catégorie et ne pas recevoir les avantages qui y sont liés? En principe, lorsque vous évoluez en catégorie, vous devez avoir les avantages qui y sont liés. Parce que quel est l'intérêt d'évoluer s'il n'y a pas les avantages? Lorsqu'on dit vous avez évolué, qu'est-ce qui fait la différence? On peut dire vous êtes monsieur le directeur, si vous avez un salaire de 1000 francs et que le sous-directeur ou l'employé a un salaire de 200 000, 300 000, où est l'intérêt pour vous? On veut évoluer parce qu'il y a des avantages qui y sont liés. Mais si vous faites évoluer la personne que vous ne n'accordez pas les avantages, ça correspond à quoi? On voit ça, on évolue en classe, mais on dans les n'a pas faits les sur le avantages. salaire, il n'y a pas d'effet. Non, là, ce n'est pas une évolution. On n'a même pas d'indemnité. On peut réclamer. Non, ce n'est pas parce que vous avez un titre que vous avez l'indemnité, mais est-ce que dans votre secteur d'activité, l'évolution emporte titre? C'est justement de ce cas-là qu'on parle. On parle du cas où c'est OK, c'est réglé, c'est écrit sur papier, mais dans les faits... Mais il arrive des moments où encore, que pendant une période bien déterminée, une personne est amenée à poser des actes comme s'il était. Oui. Je vous prends un exemple. Oui. Il y a eu une situation dans une entreprise où tout le monde fuit. C'est le comptable qui joue le rôle du directeur général. Et lorsqu'il finit, il dit, mais moi j'ai été directeur général, il faut qu'on me paye un salaire de directeur général. Il peut réclamer des indemnités liées à ça dans l'intervalle jusqu'à 20%. Il peut demander. Maintenant, s'il occupe le poste jusqu'à 6 mois, en moins de 6 mois, il ne peut pas réclamer certains avantages. Mais au-delà de 6 mois, si pendant plus de 6 mois, il a été directeur, tout le monde l'a appelé monsieur le directeur, il a accompli des actes avec sa signature. En ce moment-là, il peut demander, mais pas forcément de salaire, mais il peut demander une indemnité suffisante. Il y a des intérims qui durent pendant longtemps. Hein. Le titulaire du poste part en formation, par exemple, ou empêché pendant 1 an. Et il y a le sous-directeur, par exemple, qui assure l'intérim pendant 1 an. Mais il a besoin, il a droit à une indemnité. Il a tous les pouvoirs de ce directeur. Il a droit à l'indemnité. Et puis quand l'autre revient, il reprend sa place tranquillement comme si c'était... Mais il a droit à une indemnité, on ne peut pas lui dire, comme vous avez assuré. Pendant son intérim, il a droit à l'indemnité ou bien comment ça se passe? Non, pendant l'intérim. Pendant l'intérim, oui. Non, mais c'est qu'il y a des personnes qui, après avoir... J'ai eu des cas où la personne a occupé le poste de directeur tout en étant comptable de la société, parce qu'il y avait une crise. Et après, il vient réclamer les salaires du directeur. Il calcule la différence qu'il y avait entre son salaire de comptable et le salaire du directeur. Alors, on a une question qui va vous faire rire, maître. Excusez-moi de vous couper comme ça, parce que les téléspectateurs ils sont prioritaires. Il y a une dame que j'ai rencontrée lorsque j'ai été embauché. Elle était secrétaire. Elle n'avait pas le niveau bac. Aujourd'hui, elle est ma supérieure, alors que j'ai un master 2. C'est ce que je dis. Est-ce que le fait qu'il ait un master 2... privée, hein. Mais lui, est-ce qu'il a rétrogradé? La logique voudrait que ce soit lui qui évolue. Oui. Mais qu'est-ce que... Est-ce que les compétences de la personne dont il dit qu'elle a aujourd'hui... Il a un master 2, elle n'a pratiquement pas le bac, elle était secrétaire. Aujourd'hui, elle est son superviseur, comme il dit. Non, donc, je dis, cela est fait selon le bon vouloir de l'employeur. Ce que la loi prend en compte, ce que le droit saisit, c'est le fait de le faire descendre de son poste de master 2 ou bien de sa catégorie initiale à une catégorie inférieure. Mais faire évoluer quelqu'un, si moi j'estime que la personne qui a le bac peut me représenter mieux pendant les réunions de direction que celui qui a le master 2. Maître, vous êtes dans une entreprise, vous avez quand même des qualifications et quelqu'un qui a le bac. Non, je mets dans la tête. Je comprends. Voilà, ça, c'est sur le plan social. En tant que directeur, il faut démocratiser quand même les Sur le plan social, ce n'est pas juste. Mais aujourd'hui, imaginez-vous que
on sanctionne, qu'il y ait une sanction à prendre, on sanctionne quoi? On sanctionne le fait d'avoir fait évoluer l'autre? Ou bien on sanctionne le fait d'avoir pas fait évoluer? Le fait d'avoir pas fait évoluer quelqu'un qu'on a maintenu, qui a été maintenu dans sa catégorie. Depuis 10 ans, mais on sanctionne quoi? On sanctionne quoi? La stabilité ou bien le caractère statique? Mais alors justement, est-ce que l'ancienneté ne devrait pas faire évoluer en catégorie? Mais justement, lorsqu'on regarde la loi ne dit pas qu'il est interdit de ne pas faire évoluer quelqu'un. Voilà, on me dira que ce sont les failles de la loi, mais oui. Mais le fait de maintenir quelqu'un dans sa catégorie, elle n'a pas évolué, ça fait des frustrations. C'est vrai. Mais juridiquement, on ne peut pas sanctionner la frustration. Sauf si un jour, s'il y a eu un licenciement et que la personne évoque cet élément, on peut estimer qu'elle a été mise sous le teignoir dans l'entreprise, ainsi de suite. Si vous étiez le conseiller juridique de ces entreprises-là, surtout ces entreprises privées qui sont sous le coup quand même de ces dysfonctionnements, quel conseil pourriez donner? Non, le conseil, ce serait qu'elles agissent conformément à la loi. Agir conformément à la loi, c'est quoi? Respecter la catégorie. Déjà faire une nomenclature catégorielle de la société. C'est très bien. Élément. Oui. Et deuxièmement, lorsqu'on embauche une personne, qu'on fait passer d'une catégorie à une autre, il faut respecter les avantages acquis. Et puis, je suis sûr que vous allez me demander que ceux qui sont de catégorie inférieure n'évoluent pas plus vite que ceux qui sont de catégorie supérieure. Bon, ça va au-delà de la loi. La loi ne saisit pas cet élément-là. Mais sinon, ce qui est sanctionné, c'est peut-être faire évoluer quelqu'un sans lui donner les avantages, ou bien faire rétrograder quelqu'un sans raison, ou bien faire rétrograder quelqu'un sans son consentement, ou bien ne même pas créer des catégories. Bon, on n'est pas en créer, on ne peut pas vous en sortir. L'inspecteur du travail peut quand même jeter un coup d'œil pour voir, faire une inspection pour se rendre compte que telle société ne respecte pas. Mais lorsque je vous dis, la dernière fois, on avait parlé des inspecteurs du travail ici. Aujourd'hui, quand vous regardez, compte tenu de la nouvelle loi, ils sont débordés. Je me demande même à quel moment ils peuvent sortir de leur bureau pour aller faire le contrôle que la loi leur impose. D'accord. Donc ça fait qu'aujourd'hui... Avant d'aller au point route, oui. Pour finir, il faut dire que les catégories professionnelles gardent, dans les modifications possibles, futures de nos lois, il faut tenir compte de cet élément-là, le sortir quand même de la convention collective et chercher à lui donner une teinture législative. Merci. Ça va permettre plus ou moins aux travailleurs ou aux employeurs de pouvoir les respecter et pouvoir leur donner... Un thème passionnant, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup, maître. Merci. Dernier point route pour la route. Ah oui, Eva, donnez-moi la clé de la voiture. Non, même pas. Alors, on est au De Gaulle. Oui, pont de Gaulle, Marco. Après Trècheville, je crois, Trècheville et de Plateau. En tout cas, je rappelle que la circulation, en tout cas pour récapituler, est assez fluide sur toutes ces principales poches routières de notre capitale administrative. Merci d'être resté en notre compagnie. On a été très heureux de vous servir ce café du matin de Côte d'Ivoire. Souriez sans raison, la raison va suivre. Bonne journée.